Bonjour et bienvenue sur la capsule qui porte sur l'adaptation des sources écrites. Donc, comment on peut aller chercher des textes qui sont plus compliqués, puis les rendre un peu plus simples pour nos élèves à l'élémentaire. Donc, on continue ici, et voilà. Donc, on sait déjà que c'est pas simple de travailler avec des textes. Au secondaire, c'est pas simple, même quand les textes sont courts. Déjà, en classe régulière, c'est pas simple. Donc, à l'élémentaire, on a une difficulté supplémentaire. Et si vous avez plusieurs cas d'adaptation scolaire, plusieurs plans d'intervention dans votre classe au niveau de l'enfance en difficulté, ça peut sembler une tâche impossible que de les amener à travailler avec des sources primaires surtout. Hein, parce que si vous voyez dans le processus d'enquête et un peu partout dans le curriculum, que ce soit en Ontario, au Québec, on vous parle souvent d'utiliser des sources diversifiées et d'aller même chercher des sources primaires. Or, si on s'intéresse particulièrement aux sources d'époque, aux sources primaires, les textes sont souvent longs, okay? Ils sont souvent écrits dans un langage inaccessible, vraiment même pour nous, ça peut être très complexe à comprendre si on prend des textes d'époque qui sont écrits, par exemple, en ancien français. Et il y a plusieurs concepts qui sont abstraits ou qui ont changé de sens là, avec l'histoire, donc des mots qui ne signifiaient pas nécessairement la même chose à l'époque que maintenant. Donc, ça rend tout ça bien compliqué et ça pourrait décourager plus qu'une personne. Est-ce que ça signifie qu'il faut sacrifier l'étude des sources? Bien évidemment, vous savez ce que je vais vous répondre. Non. D'abord, la majorité des sources que vous allez trouver dans les manuels, sur les sites Internet dédiés à des classes de l'élémentaire vont déjà avoir été adaptées pour les enfants à un niveau qui est moins complexe, mais ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas à faire un travail dessus. Okay? Des fois, il peut être marqué « texte destiné à la 4e année ». Vous le lisez, puis tout soudainement, vous vous dites « Vraiment, c'est un peu complexe. Donc, est-ce que je le laisse tomber ou moi-même, comme enseignant, je peux déjà un peu le simplifier avant de le présenter ou je peux amener les élèves à retravailler certaines des phrases pour eux-mêmes faire ce travail-là de le simplifier. Donc, je vais vous donner quelques exemples puis vous montrer un peu comment on peut simplifier. Là, je parle beaucoup des sources primaires, mais tout ce que je vous présente, ça pourrait être aussi pour reprendre un texte qu'on a trouvé en ligne, un texte qui, au départ, ne s'adresse pas nécessairement à des enfants, puis que je veux mettre dans... il semble un peu compliqué pour des enfants, puis que je veux mettre dans un vocabulaire un peu plus accessible. Donc, oui, on parle des sources primaires, mais on pourrait utiliser les mêmes étapes que je vous présente là pour aller simplifier un extrait de manuel, ou autre chose. Donc, je vais vous montrer ici une source primaire, okay, que j'ai trouvée sur une banque d'archives en ligne. C'est un texte de Jacques Cartier. Vous avez la référence si vous ouvrez le diaporama sans le son dans la partie commentaires. C'est un texte de Jacques Cartier qui nous parle de sa rencontre avec les peuples autochtones à son arrivée en Amérique du Nord. Donc, vous voyez ici que si moi je le lis, là, il y a beaucoup d'éléments. Je peux reconnaître certaines choses, mais il y a énormément de choses déjà qui me semblent très complexes. Je sais que je ne pourrais absolument pas présenter ça à des élèves, même au niveau collégial et même universitaire. Donc, c'est un texte qui n'est pas du tout accessible. Maintenant, comme enseignant, je ne peux pas faire grand-chose avec ça, mais une chance, très souvent, ces textes-là se retrouvent dans un format où ils ont déjà été simplifiés. Donc ici, ça, j'ai trouvé ça dans un recueil de textes et c'est adapté. Donc, on a déjà écrit adapté. Ça demeure une source primaire, mais c'est une source primaire qui a été adaptée. Ça veut dire que quelqu'un a fait un travail dessus et quand il y a eu un travail dessus, il y a une possible interprétation, mais reste que les mots et l'idée de base devraient être globalement là. Donc là, ça a été adapté, mais ça date quand même de 1843 et vous allez voir que ça demeure un peu complexe. Et cette adaptation-là, elle se retrouve dans plusieurs manuels que j'ai feuilletés. Donc, on est sur ce texte de Jacques Cartier qui parle de la façon de vivre du peuple qu'il a rencontré lors de son voyage. Ces voyages ont eu lieu entre 1534 et 1542.
Donc là, il parle un peu, il explique avec toute sa mentalité de départ, ce qu'il observe. Et il faut se rappeler à qui il s'adresse. Là, il s'adresse à des Européens et particulièrement au roi pour lui expliquer qui il a rencontré et qu'est-ce qu'il fait comme travail auprès de ces peuples-là. Donc, on reviendra sur la critique qu'on peut en faire, évidemment, parce que si je ne présente pas ça, je ne le présente pas simplement comme un texte comme un autre. Il faut en faire un travail critique. Il faut le remettre dans son contexte et il faut comprendre que c'est Jacques Cartier qui porte un jugement assez simpliste par ailleurs, mais qui part de ses propres croyances au départ. Donc, on y reviendra. Mais si j'ai ce texte-là, finalement, je ne peux pas non plus l'utiliser directement avec des élèves de l'élémentaire sans en faire un travail en profondeur et sans le simplifier. Donc, on va aller voir comment on peut faire ça. On va essayer d'adapter le document pour le rendre accessible à nos élèves. Je dois d'abord m'assurer de bien maîtriser, comprendre le texte de départ. Ça peut vouloir dire, si j'y retourne, d'aller chercher les mots que moi, comme enseignant, je comprends moins et d'aller, évidemment, aller en chercher, aller faire une recherche pour en faire une meilleure interprétation. Donc, particulièrement, si je regarde quand on dit juste avant la fin ici, le peuple vit en quasi-communauté de biens. Qu'est-ce que ça veut dire une communauté de biens? Donc, je peux aller faire une recherche. Une communauté de biens, on en parle souvent pour le mariage, c'est-à-dire qu'on peut se marier en communauté de biens ou en séparation de biens. Quand on se marie en communauté de biens, en gros, c'est qu'on partage tout équitablement. Donc, c'est cette idée que tout appartient à tout le monde. Donc, on est dans une communauté qui partage, où l'idée de propriété n'est pas là. L'autre mot qui est peut-être plus difficile à comprendre, qu'est-ce que ça veut dire être vilain de leur vivre? Bon, je peux faire une petite recherche. En bon québécois, on dirait que l'interprétation qu'a faite ici Jacques Cartier, c'est lui, son interprétation de comment ces gens-là ont traité avec lui, c'est de dire qu'ils sont cheap, donc, ou qu'ils sont avares, serait le meilleur mot. Donc, je peux le remplacer par ça ou je pourrais trouver une meilleure formulation pour des élèves de l'élémentaire. On va y revenir par la suite. Donc, ensuite, une fois qu'on s'est assuré de bien maîtriser, comprendre les éléments de départ, on va procéder par étapes. Alors, Weinberg et Martin, qui sont deux didacticiens états-uniens, nous proposent 3 étapes. La première, c'est de synthétiser. En anglais, ils disent « focusing ». J'aime bien le mot « focusing ». Donc, le document devrait être limité à 200-300 mots pour le secondaire. Donc, si on est à l'élémentaire, au primaire, on va réduire encore plus. On va se limiter à 100-150 mots. Puis là, vous voyez, selon l'âge des élèves, le texte que je vous ai présenté là, on peut présenter ça en 5e ou en 6e année. Donc, on va essayer de se limiter là, vraiment à 150 mots pour les faire travailler dessus. On peut couper des phrases parce que finalement, ce qu'on veut, c'est aller à l'essentiel, se concentrer sur les éléments qu'on veut que les enfants retiennent. Donc, on va sélectionner les aspects, puis ça peut impliquer de couper certaines phrases. On va simplifier. Donc, on va donc ajuster la syntaxe, l'orthographe. S'il y a des mots qui sont de l'ancien français, on va les mettre dans un français plus moderne. On va reformuler les phrases aussi pour qu'elles soient d'une lecture plus similaire à ce que les enfants sont habitués de lire. Puis on va uniformiser. Ça veut dire que si j'ai une très longue phrase puis ensuite une très courte phrase, je vais essayer de faire des phrases qui sont à peu près de la même longueur. Ça peut donc me demander d'ajuster la ponctuation. Finalement, à ne pas négliger, c'est le niveau de la présentation. Je veux que le texte soit accessible. Je vais choisir une police de caractère qui est simple. Des fois, on fait l'erreur quand on veut enseigner des textes anciens de mettre beaucoup de polices de caractère qui sont très, le mot fancy me vient, là, mais qui sont très enjolivés, qui a plein de... Mais ça peut complexifier la lecture du texte. On pense particulièrement à des élèves qui sont dyslexiques. Donc, je veux avoir la police de caractère la plus simple possible, large aussi, donc aller vers des plus grandes polices de caractère.
Je vais espacer mon texte aussi visuellement. Donc, je peux rendre la présentation plus attrayante pour les élèves en mettant des documents iconographiques, donc des images ou des cartes ou des petites enjolivures, là, des petites choses jolies qui viennent autour. Mais je ne veux pas non plus surcharger l'espace parce que je veux que les élèves se concentrent beaucoup sur le texte. L'ellipse. Alors, vous avez peut-être vu ça dans le texte, ici, comme ça. Alors, les historiens utilisent beaucoup ça. En fait, tous les gens là, en sciences humaines ou dans le monde, en général, quand on reprend un texte et qu'on en coupe des parties, donc c'est très utile pour nous. Ça vient nous indiquer où est-ce qu'on a coupé de l'information. Donc, si la personne veut aller voir le texte original, elle va voir qu'il y a une partie qui a été coupée. Donc, je peux aller retourner dans mon texte original, voir qu'est-ce qui a été coupé exactement. Donc, ça peut sembler utile pour nous, mais au niveau de l'élémentaire, il y a des recherches qui ont travaillé avec des enfants, puis là, ça les mélangeait. Ils se demandaient qu'est-ce que ça faisait là, ça servait à quoi, ça faisait comme une pause dans leur lecture qui les mélangeait, qui n'amenait rien de bon. Donc, c'est pas utile au niveau pour travailler avec des enfants de l'élémentaire. On pourrait aussi faire d'autres choix. On pourrait rendre visibles certains mots plus importants, certains mots qui sont plus complexes, des mots qui portent à interprétation, que finalement, on pourrait interpréter de différentes façons, puis qu'on n'est pas dans la tête de Jacques Cartier, donc peut-être qu'on les interprète de la mauvaise façon. Donc, on peut mettre de façon plus claire certains mots en italique, les souligner, mettre de la couleur. Donc, pour attirer le regard vers ces éléments-là. On pourrait offrir des définitions, un genre de glossaire là, en fin de texte pour les mots plus compliqués. Et là, il y a des chercheurs qui se sont dit, à ce moment-là, j'ai tellement modifié le texte, est-ce que c'est encore une source primaire? Est-ce que c'est vraiment... Donc, pourquoi finalement appeler encore ça une source primaire? Si vous sentez que c'est un problème, vous pouvez toujours présenter l'original à l'élève. Donc, avoir le premier texte qu'on a montré, puis la version modifiée. Et donc, il peut toujours aller voir de quoi ça avait l'air pour vraiment voir l'original de la source primaire. Mais ça demeure que même si on l'a retravaillé, tout ça, pour moi, ça demeure une façon pour les enfants d'aller un peu toucher au passé, malgré les quelques modifications qui ont été faites, qui sont là pour l'aider à comprendre le tout. Donc, comme je vous l'ai dit au début, ça peut être fait, on n'a pas beaucoup parlé des sources primaires, mais ça peut être fait avec d'autres types de textes, toutes les étapes qu'on vient de montrer ici. Donc, si on revient au texte, une chose que je pourrais faire d'assez simple, je pourrais enlever toutes les ellipses qui sont ici. Et là, si je regarde la première phrase, je me dis « le dit peuple », ça ne m'amène pas grand-chose. Donc, sans aller dans le détail, là, je pourrais vous dire un peu ce que moi je ferais. Je mettrais « ce peuple ne croit pas dans le bon Dieu, hein, car il croit à un autre Dieu ». Si vous faites une recherche sur Cuduani, on n'a aucun endroit qui nous indique qu'il y a une nation autochtone qui a cru dans un Dieu qui s'appelait de cette façon-là. Il faut aussi se rappeler, et ça peut être une mise en contexte quand on fait la critique interne et externe avec les enfants, que Jacques Cartier et les premiers arrivés là, ils ne parlent pas la langue des nations qui habitent le territoire. Donc, dans ces échanges, il y a énormément d'interprétations. Il y a très peu de chances qu'il ait atteint le niveau de détail qu'il présente là dans une conversation avec des gens dont il ne comprend pas le langage. Donc ça, c'est une bonne discussion à avoir avec les élèves. Alors, pourquoi il écrit tout ça? C'est vraiment son interprétation des discussions qu'il a eues dans des langues qu'il ne comprenait pas, donc avec probablement beaucoup d'éléments de pointer, de tenter de se comprendre, mais il y avait énormément d'incompréhension à ce moment-là. Donc, ce peuple ne croit pas dans le bon Dieu, car il croit à un autre Dieu. Ce Dieu leur parle de la météo. Okay? Là, je peux lire l'autre phrase et me dire, mais il y a beaucoup de détails ici qui ne servent pas nécessairement à l'idée principale du texte. Donc, je pourrais continuer et dire, après qu'il nous ait raconté tout ça,
Nous leur avons dit qu'ils avaient tort, qu'il n'y avait qu'un Dieu qui est au ciel, lequel nous donne tout et est créateur de toutes choses. Ça, c'est intéressant parce que ça montre vraiment les croyances très fortes de Jacques Cartier par rapport à ses croyances chrétiennes et catholiques. Là, je pourrais mettre un point. C'est en ce Dieu qu'il faut croire et il faut être baptisé ou aller en enfer. Okay? C'est vraiment important, cet élément-là. C'est le cœur du texte pour moi, parce que Jacques Cartier, il porte un jugement sur ces gens-là, mais ce jugement part vraiment de ses croyances et cet élément-là nous montre c'est quoi ses croyances à lui. Il ne le fait pas pour mal faire, hein. Il pense bien faire, il pense les sauver, il pense leur offrir le paradis si ces gens-là acceptent d'être baptisés. Maintenant, il faut remettre ça en contexte de l'époque et montrer aussi qu'il porte des jugements très sévères sur la communauté autochtone qu'il décrit ici. Et ça pourrait être intéressant que d'avoir un texte qui porte sur la rencontre, mais du point de vue des Autochtones. Ce genre de texte existe, c'est souvent basé sur des traditions orales où vous pouvez faire venir un aîné qui va raconter les histoires basées aussi sur la tradition orale qui ont été transmises de génération en génération par les aînés et donc qui le sont encore aujourd'hui sur les récits de la rencontre avec l'homme blanc. Donc, on peut continuer. Ensuite, ça nous dit, le dit peuple vit en communauté de biens. Bon, je vous ai expliqué tantôt. Donc, ce peuple partage tout. Ils sont, on peut couper la partie sur les Brésiliens. Ils sont vêtus de fourrure et assez pauvrement. Ça, c'est quand même intéressant parce qu'il y a un jugement. Donc, on veut aussi amener l'enfant à réfléchir. Pourquoi il juge ça de pauvrement? Parce qu'il part de son point de vue. Mais finalement, après, les Européens qui vont s'arracher les fourrures. Donc, c'est quand même intéressant à remettre en perspective. Pendant l'hiver, ils chassent. Est-ce qu'on a besoin d'aller dans le détail de tous les animaux? Pas nécessairement. Desquels ils nous donnent quelque peu, mais finalement, ils partagent très peu. Ça, c'est selon Jacques Cartier. Ils partagent entre eux, mais peu avec les Blancs, mais probablement parce qu'il y a une incompréhension au niveau du langage et aussi du fait qu'il n'y a pas nécessairement eu participation des Blancs à cette chasse-là. Donc, tout est à remettre en perspective pour mieux comprendre ce texte-là, mais il demeure super intéressant pour aller voir justement différentes perspectives et donc travailler le concept de perspective historique. Donc voilà pour l'adaptation de sources écrites. J'espère que ça vous donne quelques idées. C'est rare que vous aurez à faire ça, mais vous pouvez parfois sentir qu'un texte est trop complexe pour vos élèves ou peut-être qu'un sujet vous intéresse beaucoup puis vous allez faire une recherche en ligne et trouver des textes qui sont un peu complexes et que vous allez vouloir synthétiser ou rendre plus simple. Voilà!